Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage qui revient aujourd'hui sur le processus électoral avec cette année 2015 au cours de laquelle on annonce en tout cas beaucoup des activités justement allant dans ce sens. Sur ce plateau, je reçois le ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga également, porte-parole du gouvernement avec lequel nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité au pays. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami. Le chef de l'État, lors de son message de vœux à la nation, avait annoncé les élections municipales, locales et urbaines, même le début des recensements au cours de cette année. Est-ce que la CENI dispose déjà de tout ce qu'il faut pour cela? Je pense que la CENI a déjà été mise en possession des moyens logistiques, financiers. Il attendait l'arsenal législatif qui devait être absolument actualisé par rapport aux nouvelles missions qui lui ont été confiées par le législateur. Le président n'a pas traîné, il a instruit le gouvernement de pouvoir déposer en urgence un projet de loi qui modifie et complète le texte de 2006 tel qu'il a été modifié en 2011, mais qui n'a pas empêché que les processus de 2006 et de 2011 soient entachés de dysfonctionnements. Il y a eu de longs débats, vous y avez vous-même participé, et le gouvernement, sur instruction du président, a tiré tous les enseignements, toutes les leçons de il a présenté aujourd'hui un texte qui va permettre à la CENI de rattraper le temps perdu. D'où la révision de la loi électorale, la réforme. C'est cela, c'est le texte. Le texte révise la loi électorale. Alors, parlons justement de cette loi électorale, partons toujours dans le sens de ce projet, dans l'opinion, on s'inquiète déjà. Est-ce que c'est le début de la réforme même de la Constitution qui fait objet des controverses dans l'opinion? Je pense que la controverse est créée de toutes pièces par une certaine opposition. Dieu merci, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont démocrates, il y en a d'autres qui se spécialisent dans comment faire peur à la population. Vous savez, un peu la logique de Citizen Kane, vous savez, ce film de Orson Welles, où un chroniqueur américain s'amuse à faire croire à ses compatriotes que des extraterrestres ont débarqué à Chicago, que l'Amérique va disparaître et tout le monde commence à fuir. Non, je pense que nous n'avons plus besoin de ce type d'acteurs politiques. Il y a quelque chose. Vous lisez ce texte, c'est un texte qui ménage une loi électorale qui ne touche à aucune disposition de la Constitution. Et je suis le premier étonné d'entendre certains leaders de l'opposition dire aux gens qu'on va toucher à la Constitution, qu'on va modifier ci, qu'on va toucher à ça. Je ne sais pas où ils vont ramasser cela. Mais si l'objectif d'un parti, c'est de faire peur au palais, alors il ne mérite pas d'exister. Concernant toujours cette Constitution, ce sont les partis de la majorité qui défendaient cela un certain temps. Mais il ne s'agit pas de Constitution. Je vous parle de la loi électorale. Une loi, c'est une loi. La Constitution, c'est la mère des lois. On peut modifier une loi sans modifier la Constitution. Je ne sais pas où ils vont voir cette similarité ou cette espèce de jumelage ou d'identité entre une loi et une Constitution. Nous parlons bien français. Alors concernant cette loi, qu'est-ce qui sera modifié concrètement? Beaucoup de choses. Il y a au moins une cinquantaine d'articles qui sont modifiés. Le but est d'arriver à renforcer la transparence du processus électoral. On l'a estimé peu transparent, d'arriver à punir beaucoup plus sévèrement les personnes qui essaient d'altérer les résultats des urnes, d'arriver à donner aux partis politiques et aux candidats indépendants un contrôle plus sérieux sur la liste des électeurs, sur le déploiement de ceux-ci et sur les fiches de résultats, d'arriver à donner plus de publicité à ces résultats pour éviter que de petits malins ne puissent jouer des distances entre un bureau de vote et le lieu où la proclamation définitive se fait, c'est-à-dire la ville de Kinshasa, de donner même à nos compatriotes, les Congolais de l'étranger, l'occasion de voter. Voilà, on y est maintenant. Donc je ne vois pas très bien ce que la Constitution vient y faire. Ce sont des améliorations qui ont été débattues. Nous en avons tenu compte. Heureusement, aujourd'hui, nous avons un gouvernement de cohésion nationale avec la majorité et l'opposition. Et donc, ça a été facile d'identifier les points sur lesquels chacun d'entre nous avait trouvé à redire en 2006 et en 2011. Bien qu'on a toujours l'impression que les choses marquent les pas. C'est-à-dire ça avance très lentement. Vous savez... Alors que le processus est très long. Une loi n'a pas à être faite sur le bénéfice de je ne sais quelle course
contre la montre. Une loi doit être réfléchie. Nous l'avons adoptée en projet au gouvernement. Maintenant, elle va au Parlement. Nous avons demandé que le Parlement l'inscrive en urgence, puisque la loi nous reconnaît ce privilège-là. Le Parlement va en débattre parce que nous l'avons adopté ce matin. Et au moment où nous parlons, il a déjà été déposé sur la table et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Maintenant, il appartient aux législateurs de pouvoir rapidement décider, parce que c'est eux, finalement, qui prennent la décision, après quoi le président promulguera et la CENI disposera de son arsenal et pourra nous conduire au cours de cette année aux élections non seulement locales, municipales, communales et urbaines, mais aussi provinciales. Donc vous pouvez rassurer aujourd'hui la population que les élections locales, urbaines et municipales auront lieu. Et provinciales. Et provinciales auront lieu Absolument. Cette année. Absolument. Et concernant maintenant le recensement, tout le monde émet des doutes là-dessus. Le recensement n'est pas lié à un processus qui relève de la loi passée. Parce que nous avons ce que nous appelons, ce qui va se faire cette année, les élections locales, municipales, urbaines et provinciales, sont des arriérés. Souvenez-vous que depuis 2006, nous n'en avons plus eu. Pour les locales, on n'en a jamais eu. Pour les provinciales, on ne les a pas eues depuis 2006. Donc ce sont des élections qui vont se dérouler sous l'empire de la loi de 2006, telle qu'elle a été modifiée en 2011. Donc il n'y a pas un problème d'attendre le recensement administratif pour cela. Le recensement administratif ne sera appliqué que pour le nouveau processus, celui qui part de 2016 à 2021. Donc les prochaines élections législatives nationales, les prochaines élections présidentielles, mais ça c'est un tout autre débat. Si nous parlons du processus de 2015, il n'y a pas un problème avec le recensement. C'est toujours la technique de faire peur aux Congolais. Alors qu'est-ce qui explique la nécessité, pour l'instant, de ces élections générales? Parce que telle est la volonté de la Constitution. Nous l'avons déjà violée en 2016 en ce qui concerne les locales et les provinciales. Nous l'avons déjà violée en 2011 en ce qui concerne les locales, parce qu'on n'a eu que les provinciales et les nationales. Et en 2016, nous n'avons eu que les nationales et pas les provinciales. Pourquoi voulez-vous que nous puissions les violer encore? Nous devons respecter notre Constitution. Je ne sais pas s'il y a un Congolais qui peut nous dire qu'il est mal de respecter la Constitution. La Constitution nous exige que tous les 5 ans, nous puissions renouveler nos institutions locales, provinciales et nationales. Alors pourquoi attendre à quelques mois avant la fin du mandat du chef de l'État pour initier des processus aussi longs? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le mandat du président n'a rien à voir avec le mandat d'un bourgmestre. Excusez-moi, c'est pas... Donc c'est vous-même qui avez quand même créé ce procès d'intention côté... Le président n'est pas un bourgmestre quand même. Le président n'est pas un gouverneur de province. Il s'agit de choses tout à fait différentes. Nous avons eu un retard. Nous l'assumons. Nous savons pourquoi nous avons eu du retard. Il y a eu des guerres qui ont nécessairement obéré les moyens dont nous disposons. Et nous décidons maintenant qu'il faut rattraper ce retard et tout le peuple entier nous soutient. Je ne pense pas que l'opposition soit opposée, même l'opposition la plus radicale, à ce que nous ayons des élections locales, que nous ayons des gouverneurs élus, parce qu'il y en a qui ont déjà, tous ont dépassé leur mandat, que nous ayons un Sénat qui soit conforme au mandat constitutionnel. Je pense que là n'est pas le problème. Et ce n'est pas lié à l'élection présidentielle. Pas du tout. Mais la CENI dit parfois qu'il n'y a pas des moyens pour ça. Je ne pense pas qu'elle l'ait dit. Oui. Quelqu'un lui a posé cette question au vice-président de la CENI et il a protesté en disant la CENI ne vous a jamais dit qu'il nous manque de moyens. Le seul moyen qui manquait à la CENI, c'est l'arsenal législatif. Nous sommes en train de le lui donner. Il aurait dû peut-être initier ça un peu plus tôt. Je ne sais pas un peu plus tôt par rapport à quoi. Nous arrivons à un moment où les choses sont en train d'être faites. Si aujourd'hui nous pouvons présenter ce texte à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est parce que nous l'avons élaboré. Et dites-vous bien que l'élaboration ne procède pas d'une génération spontanée. Ce n'est pas miraculeusement comme ça qu'on a un texte. C'est qu'il y a eu des experts qui ont travaillé. Il y a eu des commissions du gouvernement, les commissions de loi, les commissions des experts qui ont travaillé jusqu'à arriver à la phase actuelle où le Conseil des ministres a adopté. Même l'enfantement se fait toujours après 9 mois de la procréation. Donc il faut vraiment que les choses se fassent conformément aux règles de l'art. Concernant maintenant une autre actualité des FDLR qui, jusque-là, le gouvernement avait promis des opérations militaires comme ces dernières ne se sont pas rendues, n'ont pas respecté l'ultimatum. Que dites-vous? Les opérations militaires sont tout à fait au programme. Nous allons les mener avec tous nos partenaires et je pense que c'est un point sur lequel nous sommes
unanimement d'accord. La CIRGL, la SADC, les Nations Unies, tous nos partenaires et la République démocratique du Congo, nous sommes d'accord qu'il faut procéder maintenant au désarmement forcé de ces bandits armés. Maintenant, ne me demandez pas de vous donner les détails de la stratégie que nous allons adopter, vous donnez l'heure H, le jour J, à moins que vous ne vouliez me faire commettre un impair, d'informer les bandits armés en question pour qu'ils prennent des dispositions pour faire échec à notre offensive pour les désarmer. Voilà. Mais il y a comme une cacophonie entre les deux organisations sous-régionales, la CIRGL et la SADC. Non, je ne vois pas de cacophonie. Ben oui, à quoi faites-vous allusion? Oui, parce que la SADC dit attendre une réunion d'ici la mi-janvier pour se prononcer à ce sujet. Non, la SADC n'a pas dit qu'elle attendait une réunion d'ici janvier pour se prononcer à ce sujet. Le président Zuma a dit qu'il y aurait une réunion le 15 et le 16 janvier pour coordonner les dispositions de désarmement armé. Donc il n'a pas remis en question le désarmement armé. Seulement, ça doit être coordonné. Il y a des armées de plusieurs pays. Les commandements reçoivent des ordres de plusieurs chefs d'État. Une opération comme celle-là, de grande envergure, quelle est la raison pour laquelle des gens souhaiteraient que les armées qui sont sur le terrain les mènent sans recevoir des ordres de leurs chefs d'État? Et pourquoi on veut empêcher les chefs d'État de coordonner les ordres qu'ils vont donner à leurs commandants sur le terrain? Qui a intérêt à ce que nous échouions? Et lorsque le porte-parole d'FDLR dit que ce qui bloque, c'est bien le gouvernement rwandais qui n'applique pas une politique d'ouverture. Ce n'est pas un débat auquel nous voulons participer. Et de toute façon, les FDLR sont des criminels. Je n'ai pas à échanger avec eux. Ce sont des gens qui doivent simplement quitter notre pays. S'ils ont des revendications à les faire, libre à eux de les faire dans leur propre pays. Ici, ils n'ont aucune revendication articulée. Et moi, je ne répondrai à aucune de leurs articulations parce que ce n'est pas des choses que nous avons mis en discussion. Ils doivent simplement se soumettre à notre injonction de quitter notre pays. Ils ne sont pas congolais, nous n'avons pas à discuter avec eux. Et comment les opérations seront menées? C'est avec la MONUSCO, avec la force d'intervention rapide? Il y aura, la force d'intervention rapide fait partie de la MONUSCO, faut-il vous le rappeler. C'est une partie intégrante de la MONUSCO. Donc il y aura la force d'intervention rapide de la MONUSCO. C'est pour ça, entre autres, qu'elle a été mise en place pour apporter main forte aux forces armées de la RDC avec l'appui de la communauté internationale dans son ensemble. Et donc, nous ne pouvons pas vous donner les détails du comment les choses vont se faire. Ça ne se fait pas pour des opérations militaires. Alors, vous parlez de leur rapatriement dans leur pays ou leur désarmement pour être relocalisés? Il faut d'abord un désarmement, ceci est totalement inconditionnel. Ensuite, il y a un choix, rapatriement dans le pays, mais comme le rapatriement ne peut pas être forcé, il y a possibilité d'un troisième pays d'accueil, qui n'est pas la RDC de toute façon. Voilà ce que nous leur mettons sur la table. Et maintenant que jusqu'à présent aucun pays ne s'est encore porté garant pour accueillir des FDLR? Vous allez un peu vite en besogne, à moins que vous n'ayez plus d'informations que moi. Moi, je connais au moins quelques pays qui sont prêts à accueillir les FDLR, mais je ne suis pas autorisé à donner leur nom. Alors, autre actualité, c'est la saisie des comptes de l'hôpital de Panzi que dirige le docteur Mukwege. Ces derniers se dit être victime d'une injustice. Je pense que c'est une décision qui est prise par l'administration fiscale. Je pense que dans tous les pays du monde, il y a le fisc. Le Congo n'est pas le premier pays avec une administration fiscale qui prend des décisions contraignantes contre des personnes qui ne payent pas ce qu'elles doivent au trésor public. Je sais que l'hôpital de Panzi dispose d'un groupe de membres du personnel sous contrat qui, depuis 2012, n'a jamais payé l'impôt personnel sur le revenu. Je comprends que le redressement qui a été effectué par les services